Saïm Tovim, bon après-midi, et merci aux organisatrices de m'avoir fait revenir à Emouna, où je n'apparais plus tellement en ce moment. J'ai écrit un petit texte dans le nouveau journal LPH, où j'écris une chronique tous les mois. Et j'ai écrit une petite chronique qui s'intitule Tranche de vie, et un texte, ça s'appelait Paysans de Jérusalem. Et j'expliquais que Jérusalem est tellement, je dirais, décentrée. Il y a des petits villages qui se sont créés aux quatre coins de la ville et qui s'équipent de cafés, de toutes sortes de choses. Et finalement, on est habitué à pas trop aller en centre-ville comme autrefois. C'est mieux sans haut, sans... Attendez, alors peut-être plus loin. Il y en a qui veulent. Et si vous voulez, comment dire, donc on est assez sédentaire. Alors évidemment, comme j'habite pas loin, je pourrais traverser le Derech Hebron, mais bon, comme dirait l'autre, le fleuve ou le boulevard Derech Hebron, il fait une petite frontière. Moi, j'habite de l'autre côté, pas très loin. Mais bon, ça me fait très plaisir de revenir, surtout pour vous rencontrer aujourd'hui. On va parler d'un parcours identitaire qui est en fait le mien, si j'ose dire, puisque je viens de publier une autobiographie. J'aime pas beaucoup le mot auto parce que ça fait assez égocentrique, mais en fait cette biographie, c'est une biographie, je dirais, oui, une histoire personnelle, mais qui est aussi celle de la génération. Et comme m'a dit un des premiers lecteurs qui a réagi, il m'a dit qu'il avait été intéressé parce que le destin, comment le destin d'une personne spécifique, individuelle, est lié de près à celui de toute une génération et de toute une époque. Et quelque part, si le biographe arrive à donner un écho suffisant de par son style et par ce qu'il raconte, l'histoire de quelqu'un ou l'histoire personnelle, c'est pas seulement celle d'un individu isolé, mais c'est l'histoire de toute une société, de tout un paradigme. Et en ce qui me concerne, j'ai titré le livre D'un exil à l'autre, en fait, le premier, si Dieu m'accorde la force et la constance, c'est le premier tome d'une trilogie, puisque ce livre qui vient de paraître raconte, si vous voulez, notre passage de l'exil algérien à l'exil français, et se termine le jour de notre alia avec mon épouse et mes deux petites filles en 1985. Ça fait quand même pas mal, 37 ans. Et si vous voulez, il y aura, si Dieu veut, un second tome qui s'intitule déjà Retour à la maison, et qui lui parle, puisque comme je vous l'ai dit, ce premier tome s'achève le jour de notre alia, et tout commence en fait. Et nous allons raconter dans le second tome les défis israéliens, et comment au niveau par exemple de l'éducation des enfants, au niveau de l'armée, au niveau de la société, du politique, comment nous avons traversé ces 37 ans d'Israël. Et donc, qu'est-ce que c'est ce que j'ai écrit, sans vouloir faire de rapprochement trop prétentieux, puisqu'on dit que sauf Massé et Marchavatrila, et que le livre qui s'intitule le Tanakh contient en lui c'est un microcosme de tout ce qui peut se faire ensuite, et un microcosme de l'histoire d'Israël aussi, évidemment. Il y a un genre dans le canon biblique qui s'appelle ce qu'on appelle la chronique des jours en hébreu, Divrei Hayamim. Alors évidemment, ce sont des textes kadosh, des textes qui ont été retenus par leur sainteté, qui n'ont rien à voir avec la littérature profane, comme dirait l'autre. Mais disons que le genre qui m'a inspiré, moi, c'est le Divrei Hayamim, c'est la chronique des jours, un parcours donc identitaire, et que j'ai sous-titré. Il n'est pas écrit comme ça, parce que mon éditeur, comme il ne me connaissait pas assez, il n'a pas voulu écrire tome 1 avec comme surtitre « Épopée d'une délivrance », mais ma trilogie s'intitule « je sais pas ce que c'est ça, s'intitule « Épopée d'une délivrance ». Et donc on va un petit peu parcourir ça, et je vais le faire de manière non linéaire, en prenant 4 ou 5
mots et réfléchissant autour de 4 ou 5 mots. Alors, je voudrais faire 3 remarques préliminaires, rapidement. Et je crois qu'on est tous conscients, si on réfléchit un petit peu au-delà des circonstances et des problèmes de tous les jours, qu'on appartient tous à une génération assez particulière, à la fois chanceuse et, je dirais, pleine de défis, qui a, en tout cas pour ceux qui sont nés en Afrique du Nord, les individus en question, cette génération, elle a connu trois pays, évidemment, soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, en tout cas l'Afrique du Nord, la France, la plupart du temps, et Israël. 3 capitales, donc Alger, Tunis, Rabat ou une autre ville du Maroc, et puis Paris, Jérusalem, et 3 modes de vie changeants, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est, si vous voulez, ces 3 univers sont des univers civilisationnels complètement différents. Pas seulement parce qu'ils appartiennent pour certains au passé, mais, comme disait Manitou, dans ces 3 espaces géographiques, dans un temps déterminé, nous avons été, c'est ce que disait Manitou, une certaine manière d'être homme. Ces 3 endroits, l'Algérie, l'Afrique du Nord, la France d'autre part ensuite, et évidemment Israël, c'est une certaine manière d'être homme très différente. Alors 3 pays, 3 capitales, 3 modes de vie dans l'existence d'une personne comme moi, qui a quelques décennies, entre 60 et 70 ans de vie, c'est à la fois beaucoup. Et ça m'amène tout de suite, et c'est ça que je voulais faire comme ultime remarque, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça m'amène à cette remarque qu'avait faite un écrivain qui n'est pas souvent cité ici, parce qu'il fait partie d'un courant philosophique existentialiste qui s'est beaucoup trompé sur les Juifs et qui a peut-être fait amende honorable dans ces dernières années avec Benny Lévy. Je veux parler de Jean-Paul Sartre, qui a tout de même écrit une phrase assez géniale, qui est très juive. Il a écrit cette phrase, on ne choisit pas son époque, on se choisit en elle. Évidemment, chacun d'entre nous, on est venu au monde sans chercher la date, on est venu dans le monde tel qu'il était. Et le problème, ce que met en exergue ça, c'est que l'important, c'est pas de dire que j'aime pas l'époque à laquelle je vis, ou j'aurais préféré, je sais pas quoi, la Renaissance, ou l'époque du Rav Kook. Non, ce qui est important, c'est notre époque, c'est se choisir dans son époque. Alors on va faire un parcours en 4 points qui va être rapide parce que franchement c'est vraiment ce que j'appelle, moi j'aime bien marcher en montagne, ça s'appelle la ligne de crête. On est entre 2 précipices et on passe au milieu, on va être donc très rapide. Et le premier mot, je vais vous dire les 4 sujets, les 4 mots sur lesquels je vais, concepts sur lesquels je vais essayer de vous donner envie de me poser des questions. C'est d'abord le concept de guerre, qui a accompagné paradoxalement cette génération, je vais expliquer ça. La guerre, avec ses traumas, avec aussi peut-être, dans ce qui concerne l'Algérie, l'Afrique du Nord, le problème de la nostalgie, je passerai assez vite. Donc la guerre, l'amertume peut-être, que d'aucuns ont éprouvé, pas seulement à cause de la sortie d'Algérie, qui était une catastrophe, mais aussi lors de leur séjour en France, amertume, ou alors compte à régler avec la France. Le 3e concept, c'est l'identité, puisque c'est notre sujet, l'identité, quel retour identitaire. Et le 4e, c'est à l'aide notamment d'un texte extraordinaire de Léon Ashkenazi Manitou, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et vous allez comprendre pourquoi, c'est autour de judaïsme et révolution. Et il y a une intervention de Manitou dans un colloque des intellectuels juifs de langue française qui est intervenu en 69, un an après mai 68, où Manitou, de manière magistrale, définit exactement pourquoi les juifs se mêlent et sont souvent révolutionnaires à toutes les désillusions qui s'en suivent. Alors le premier concept, la guerre, le moins qu'on puisse dire, c'est que, bon, nous en Israël, on est bien avertis déjà, on en reparlera tout à l'heure, mais la guerre, c'est une notion qui vient de rebondir atrocement et subitement en pleine Europe pacifiée, avec l'invasion par la Russie impérialiste de Poutine d'un pays, comment dirais-je, souverain qui s'appelle l'Ukraine, et on est... si vous voulez, tout d'un coup, en Europe, on a redécouvert ce que c'était la guerre, ça aussi j'en reparlerai tout à l'heure, mais quand même, je disais il y a un instant qu'on fait partie d'une génération chanceuse,
car nous sommes, enfin, la plupart des gens qui sont ici, on est tous nés après, ou juste pendant, enfin, en tout cas après la Shoah, après le gouffre de la Shoah. Mais on a, pour autant, cette Seconde Guerre mondiale qui a laissé tellement de séquelles, tellement de traumatismes, on a tout de suite enchaîné avec d'autres choses. Moi, je suis né en 51, et en 51, il y avait déjà la guerre d'Indochine, menée par les Français. À peine la guerre d'Indochine s'est terminée par la défaite française de Dien Bien Phu en 1954, que c'est l'année même du début de la guerre d'Algérie. Donc, vous voyez, on n'a pas attendu trop longtemps. Guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, ça c'est la première marque de la guerre dans cette génération, en tout cas dans mon itinéraire. Et cette guerre d'Algérie, j'ai pas le temps d'en parler. Elle a été présentée dans le, comment dirais-je, dans le vocabulaire politiquement correct comme une guerre de libération nationale, d'émancipation du peuple algérien opprimé par les colons français. En fait, c'était bien autre chose. C'était, il y a plusieurs documents qui le montrent, et c'est un sujet en soi. C'était une guerre, comment dirais-je, de nettoyage ethnique. Menée par les Algériens qui n'ont pas voulu accepter d'autres que des musulmans lorsqu'ils ont accédé à l'indépendance, puisque le fait d'être musulman donnait droit d'être citoyen en Israël et tous les autres devaient monter patte blanche. Et donc la guerre d'Algérie, contrairement à ce que la gauche européenne et la gauche française ont chanté pendant des décennies, c'était pas une guerre d'émancipation nationale, c'était une guerre d'épuration ethnique et religieuse, mais ça c'est un autre sujet, parce que il faudrait le montrer et le développer. Alors on a connu la guerre d'Indochine, un petit au niveau en tout cas de sa fin tragique, on a connu la guerre d'Algérie pendant longtemps, cette guerre elle dure de 54 à 62, vous imaginez, ça fait 8 ans de guerre, c'est un traumatisme qui existe encore dans le pays de France et dans les consciences, et puis plus tard en France, de manière plus pernicieuse, et surtout ces 2 dernières décennies, on peut dire que la France, en pensant décoloniser l'Algérie, et c'était la pensée de De Gaulle, d'en finir avec, disons, une certaine présence française en Afrique et en Afrique du Nord, en fait, la France, elle a raté son coup, puisqu'elle a ramené une partie de l'Algérie sur son territoire, et elle se coltine, si j'ose dire, aujourd'hui avec, pas simplement en métro Barbès, mais dans beaucoup de quartiers, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Je vous signale que ceux qui ont écrit ce livre, ils l'ont écrit il y a 10 ans, ils en avaient répertorié à l'époque 80, il y avait 80 banlieues ou quartiers des grandes villes où la police ne pouvait pas rentrer, où l'état de droit ne régnait pas. Et bien en 10 ans, ces 80 sont devenus 500. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout exagéré que de dire que la France est partie d'Algérie, mais elle a ramené une partie de l'Algérie sur son territoire avec ce qu'on appelle la diversité. Vous savez, c'est cette catégorie statistique de l'INSEE qui, quand il énonce des chiffres sur la démographie, etc., il ne parle pas d'Algériens, il parle d'autochtones français et ce qu'on appelle la diversité. Tout le monde comprend ce que c'est. Ça fait partie du vocabulaire français très édulcoré pour désigner des choses pas du tout édulcorées. Et enfin, et là je vais être rapide parce que c'est un vécu que d'aucuns, presque tous ici, ont ressenti de très près, selon leur date de Alia. Nous avons connu donc les guerres d'Indochine, d'Algérie, la guerre ethnique en France, et puis aujourd'hui, nous sommes en Israël, et en fait Israël, depuis 1948, a connu, si vous additionnez les grandes guerres et les opérations qui font figure de guerre, les 2 guerres du Liban, les 2 guerres d'Irak, aussi les 2 intifadas et les opérations à Gaza qui sont des guerres puisqu'on a reçu des missiles à n'en plus compter, il y a eu 17 opérations, enfin de conflits ouverts, 17 conflits depuis 1948, vous divisez par 70 ans, ça veut dire à peu près une moyenne, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais tous les 4-5 ans, il y a un conflit pour le moins, des fois plus rapproché encore, et donc cette réalité des guerres en Israël, c'est aussi un sujet, et j'avais interviewé il y a quelques années le Bogi Ya'alon, qui était à l'époque ministre des Affaires stratégiques sous un des gouvernements Netanyahou. Et c'était en 2011, c'était au moment du début des printemps arabes, ce qu'on appelle à tort les printemps arabes, qui se sont transformés en glacis islamiques. Et comment dire, Ya'alon, sans que je lui ai demandé l'importance, il m'a dit, mais en fait, il faut savoir que les guerres qu'a connues Israël, c'est 15, 16 ou 17 guerres,
Il n'y avait peut-être pas dans le compte encore les dernières opérations de Gaza, mais peu importe, cette quinzaine de conflits, c'est en fait le même conflit qui continue, la même guerre d'indépendance d'Israël qui continue depuis 47-48 sur des théâtres d'opérations différents, avec des ennemis à face, semble-t-il, comment dirais-je, différentes, mais qui sont en fait, qui constituent la même guerre d'indépendance sur des théâtres d'opérations différents, dans des conjonctures différentes. Et on n'a pas fini notre guerre d'indépendance, ce qui est corroboré d'ailleurs par ce que disent un certain nombre de rabbinim qui expliquent que Israël, les guerres de libération d'Israël, ce sont les guerres entre guillemets, les guerres modernes de Gog et Magog, et que finalement, ce sont les mêmes guerres qui reviennent et qui forgent l'identité d'Israël. Alors, je voudrais, avant de passer au deuxième terme, dire un dernier mot sur la guerre en Europe qui sévit, qui est une guerre extrêmement cruelle. C'est la première guerre totale à laquelle on assiste depuis 1945. C'est le retour finalement de la guerre totale. Le concept de guerre totale avait été inventé, mis à jour et concrétisé malheureusement par le chef d'état-major de l'armée allemande en 14-18, Lindenstrauss, qui avait, vous savez, les Allemands ont expérimenté toutes sortes d'armes, dont les gaz, etc. Et ils ont inventé ce concept de guerre totale. Il y en a qui ont appris le concept, entre autres Poutine. Et je voudrais faire deux remarques en conclusion de ce paragraphe, là, sur la guerre, parce que je crois que la guerre, c'est quelque chose qui accompagne notre génération et qui, malheureusement, n'est pas prêt de nous laisser tranquilles. Et surtout en Israël, parce qu'encore une fois, on a un parcours identitaire spécifique, on n'est pas reconnu, et tous les gens qui, à chaque fois qu'il y a un traité de paix qui se signe, poussent des grands soulagements, etc. Mais le fait est que malgré certaines paix partielles qui ont pu être signées avec l'Égypte, qui est une paix glacée, la Jordanie, qui est une paix conditionnée, et sans parler des accords d'Oslo, qui n'étaient pas une paix, les accords d'Oslo, c'était une guerre d'Oslo. En tout cas, on voit bien que l'environnement n'est pas encore prêt de nous reconnaître. Alors c'est vrai qu'il y a les accords d'Abraham qui sont un petit peu différents parce que c'est des États qui sont d'ailleurs plus lointains, qui ne sont pas voisins d'Israël et qui, peut-être augurent peut-être d'un autre temps, mais la route sera longue. Et ce que je voulais dire à propos de la guerre d'Ukraine, c'est qu'elle marque la fin des illusions européennes sur le désarmement, la paix, la supranationalité européenne. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, le monde aurait tiré la leçon, n'est-ce pas, des horreurs du nazisme, et donc on aurait atteint une ère, presque la fin de l'histoire, et en tout cas la fin des guerres. Et en fait, c'est au nom de cette idéologie, d'ailleurs, je le remarque, je tiens à le remarquer, que l'Europe a toujours insurgé contre Israël, qui était vu depuis Bruxelles et Paris et Londres comme un pays va en guerre, un pays nationaliste, étriqué, qui embrigade sa jeunesse pour défendre une frontière, des notions vraiment détestables qui n'étaient plus du goût des Français. Et puis tout d'un coup, la guerre d'Ukraine les a fait revenir à la case zéro, avec beaucoup d'angoisse. J'ai noté dans la presse française, quelques jours après le début de la guerre d'Ukraine, que d'après les généraux de l'armée française, la France, à cause de cette idéologie pacifiste, mielleuse, détachée du réel, la France, est-ce que vous le savez, n'avait, je pense qu'elle n'a pas eu le temps depuis 6 mois de faire le plein de ses arsenaux, la France n'avait qu'une semaine de réserve de cartouches de toutes les armes pour tenir une guerre. Une semaine de réserve. Donc vous voyez dans quelles illusions tout d'un coup la France s'est réveillée. Et d'ailleurs, paradoxalement, se réveille aussi de toutes ces interpellations scandaleuses d'Israël, des donneurs de leçons français et européens qui viennent nous expliquer ici comment mettre fin à cette soi-disant guerre coloniale vis-à-vis des Palestiniens. Et ces leçons, déjà qu'on ne les supportait pas, mais maintenant ils sont très très mal en point pour nous les donner, parce que malheureusement, et c'est sa dernière remarque avant qu'on passe à un autre aspect de notre parcours, c'est que il y a, et ça c'est pas moi qui l'ai fait remarquer, c'est plusieurs philosophes français, aussi bien des philosophes médiatiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui disent dans le contexte de la France des fois des choses sensées, pas toujours, mais aussi bien donc Alain Finkielkraut que Bernard-Henri Lévy ont averti dans plusieurs articles de presse de ces dernières semaines que ce qui se passe en Ukraine risque d'être le signe annonciateur de grandes guerres en Europe, voire d'une 3e guerre mondiale, et jouerait le rôle à la fois tragique et le rôle de prise de conscience qu'a joué la guerre d'Espagne
qui a éclaté en 1936 lorsque les fascistes autour de Franco, avec l'aide des Allemands et des Italiens, Mussolini, ont bafoué le résultat des élections qui donnait le Front populaire espagnol gagnant et qui ont donc mené une guerre cruelle qui a été terrible, où toute l'Europe s'est passionnée, mais où effectivement il y a eu un élan de solidarité avec la guerre d'Espagne, mais pas suffisamment parce que cet avertissement n'a pas été entendu. Et malheureusement, quand elle se termine par la victoire des fascistes en 1939, c'est le début de l'autre guerre. Et disent ces philosophes, il faut ouvrir bien les yeux aujourd'hui sur ces avertissements parce que l'avenir n'est pas très brillant en Europe. Et pas seulement en Europe, dans le monde entier, puisqu'il n'y a pas seulement le voyou Poutine qui dirige aujourd'hui un État impérialiste et néofasciste, on peut dire, mais il y a aussi des États voyous dans le monde entier. Ça peut donner des idées aux Iraniens, aux Coréens du Sud, voire aux Chinois. Et donc, le monde est entré dans une zone de turbulence dont il n'est pas prêt de sortir. Alors, le point, je dirais, en annexe de la guerre qui provoque des traumas, c'est celui un peu de la nostalgie. Comme dirait Simone Signoret, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. C'était le titre d'un de ses romans, La femme des femmes d'Yves Montand. Mais, si vous voulez, on peut dire que, comment dirais-je, en ce qui concerne notre génération, en tout cas ma génération, mon parcours identitaire, après, disons, avoir connu un certain engagement politique, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, entre 75 à la fin des années 60, début des années 70, pendant une dizaine d'années, où j'étais engagé dans un parcours, disons, politique à l'extrême gauche. L'un des premiers leviers sur lequel je me suis appuyé pour prendre conscience de l'aberration l'aberration des limites et quelquefois des fossés qui peuvent exister entre la théorie et la pratique dans ce type d'engagement, ça a été un bref retour que j'ai fait à une identité géographique, j'allais dire, en relisant Albert Camus, qui, comme par hasard, était né en Algérie, mais grâce à Camus, j'ai redécouvert, si vous voulez, des racines algériennes, à la fin de cette période militante, là, en 75-77, et j'ai même fait un voyage en Algérie tout seul, avant que d'ailleurs les islamistes ne prennent le pouvoir. J'ai pu aller là-bas, c'était moins dangereux que maintenant, qu'il y a ces 20 dernières années. Et ce retour à l'identité, ce que j'appelle l'identité géographique, c'est ce côté un peu nostalgique, justement, d'un endroit qui était celui de la petite enfance, de la naissance, de ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu dans ces zones, dans cette géographie qui était aussi une certaine manière d'être homme, une certaine manière de vivre. Et puis, ça m'a aidé à faire le switch quelque temps après, et notamment après ce voyage, parce que ce voyage, j'étais parti pour un mois en Algérie, je suis resté 5 jours. J'ai fait le tour de la capitale, c'est-à-dire des endroits que je connaissais, et après j'ai fait ma valise et je suis rentré parce que je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas ce qui se passait là-bas, que moi j'avais voulu vérifier l'identité géographique, et que l'identité géographique, là où on est né, et toute cette nostalgie, c'est très limité en fait. C'est-à-dire c'est un aspect des choses. Et même malgré tout, ça m'a permis de switcher de l'identité géographique, et je me souviens quand j'ai repris le bateau. D'ailleurs, ces derniers jours, j'ai voulu partir au bout de 2 jours, à vrai dire. Mais il y avait une tempête terrible qui empêchait qu'on prenne les bateaux. Ils avaient été tous suspendus. Et moi, j'attendais autour du port, dans mon hôtel, j'attendais qu'il y ait un bateau qui parte. Je ne supportais plus d'être là. Et comment dire, dans ce bateau, j'ai relu un livre assez extraordinaire qui était écrit par Paul Nizan, qui était justement un compagnon de route de Jean-Paul Sartre, un philosophe très brillant qu'on ne connaît pas très bien, qui a été tué à Dunkerque en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, et qui avait eu le temps d'écrire, entre autres, à part quelques livres sur la littérature, il a écrit un livre qui s'appelle Retour d'Arabie. Et il était parti, comme d'ailleurs le font nos jeunes, et les jeunes, il était parti en Arabie Saoudite, à Éden, c'est sur le bord de la mer Rouge. Il était parti parce qu'il en avait marre de la France, de toutes ces fermetures, de tout ce qui était autour de lui. Il était parti par exotisme.
Et il est revenu au bout d'un an parce qu'il a découvert là-bas que c'était pire encore que toutes les fermetures qui existaient en France, toutes les formes d'oppression, elles étaient encore pires. Et donc il préférait rentrer. Ben moi, un peu sans faire de parallèle, parce que je n'ai pas été jusqu'en Arabie, j'étais jusqu'à Alger, ce qui est aussi une partie de l'Arabie. Je suis revenu en disant, bon maintenant le problème c'est pas cette nostalgie, le problème c'est de se trouver dans de quelle histoire je fais partie. Et donc de m'intéresser à l'histoire de l'identité. Et ça me fait penser, je dis en court-circuit, c'est une des phrases que je commande dans le second tome, mais je me souviens de ce qu'avait dit à sa manière le très regretté le Rav Kling, qui est le père de Eli, que vous connaissez tous, le Rav Kling, qui était le Rav de Nice. Quand il a fait son Ania, il a eu cette phrase, mais il utilisait ceux qui se conçoivent clairement, s'énoncent clairement, et il avait dit, ben voilà, l'Alia, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'unifier l'histoire avec la géographie. C'est-à-dire qu'on a une histoire et on rentre dans le lieu de notre histoire. Et moi, en fait, ça a été un peu difficile. J'ai d'abord lu l'exotisme, l'Algérie, de la nostalgie. Et puis après heureusement, je me suis intéressé à d'autres choses, à une identité plus sérieuse dont on va parler maintenant. Je vous recommande, je n'ai pas le temps d'en parler, mais peut-être qu'on fera une projection ici si ça intéresse le public, et dans des circonstances qu'il faudra préciser au plan technique. Je crois que Rabbanit Benishai Tali connaît ce film. Il y a un film excellent qui a été fait par le cinéaste algérien Jean-Pierre Liédo qui s'appelle Algérie, histoire à ne pas dire, qui raconte en fait avec 5 interviews, c'est un film long métrage documentaire de 2 ans, pas 2 ans et demi, mais 2 heures et demie, qui raconte avec des portraits de personnes le traumatisme de la guerre d'Algérie, non pas sur les Français d'Algérie, mais sur les Algériens de la génération d'aujourd'hui, qui racontent chacun à leur manière comment ils ont vécu la guerre d'Algérie, et c'était pas toujours très marrant pour eux. Et en fait, je suis arrivé à la conclusion, grâce entre autres à la rencontre avec, mais ça c'était plus tardif, par des lectures, par ce film que nous avions vu, je crois, avec la mère du Rav à la Cinémathèque de Jérusalem il y a une 12aine d'années. Il a été projeté, et c'est un film hallucinant qui vaut vraiment la peine d'être vu. Et je me souviens, avec ma femme, quand on est sorti de la Cinémathèque, on était en Israël depuis fort longtemps, déjà depuis plus de 25 ans. Ça fait partie de 12 ans, et 10-12 ans. Eh bien, chaque pas que je faisais, j'avais envie d'embrasser le sol. Pourquoi? Pas parce que je suis un idolâtre de la terre, mais parce que j'ai réalisé, mais alors de manière profonde, que la Hashgacha pratique, la providence divine, à la fois individuelle, familiale et collective, elle nous avait donné la chance de sortir d'Algérie. Et pas toujours dans les meilleures circonstances, ça c'est vrai. Il y a eu la valise ou le cercueil, il y a eu des drames terribles que je raconte un petit peu en partie, très brièvement, dans cette partie du livre du premier tome. Mais en voyant le film de Liédo, je me suis dit, la pire des choses, ça aurait été qu'on reste en Algérie. Parce que ceux qui sont restés, y compris les Arabes qui sont restés, c'est un film terrible. Ces 5 personnes, même quand ils disent soi-disant, ils ont des idées sur l'indépendance, etc., ils sont malheureux comme des... je sais pas quoi. Malheureux. Ce sont des gens d'un certain niveau intellectuel et culturel, et ils sont vraiment dans une non-identité, et je me suis dit, mais alors quelle chance, non seulement on a eu de sortir d'Algérie, malgré le drame, et le drame il y en a eu, mais quelle chance on a eu ensuite de poursuivre le voyage jusqu'ici, parce que c'est justement en Israël, et seulement en Israël, quand on se rend compte de ce que nous sommes, et quelle identité on a. Mais je vais revenir là-dessus. Lui, il est resté longtemps après. Comment? Lui, il est resté encore Alors longtemps. oui, Jean-Pierre Liédo, mais c'est pour ça qu'il est intéressant à entendre. C'est que lui, il était, son nom, c'est un nom espagnol, son père était le nom juif, Liédo, d'origine espagnole, et sa maman était juive, d'où le fait il était juif, il ne savait même pas qu'il était juif pendant des années. Il a fait ses études de cinéma à l'école de cinéma de Moscou, puisque l'Algérie indépendante, elle était dans le bloc de l'Est, en fait, elle était soutenue par les communistes. Et il a attendu, il a vécu en Algérie jusqu'en 1993. Il a donc, comme il a 3 ans ou 4 ans de moins que moi, peu importe, il a donc passé, je peux dire, ses 55 ou 60 premières années en Algérie. Et le jour où je l'ai vu dans une conférence ici,
J'ai cru que c'était un Algérien. Il a un physique de, je dirais, avec une moustache, un certain type de langue corporelle qui est il est très arabisé. Donc il était un des membres de l'opposition contre le parti unique, etc. Il n'était pas communiste, il était pour la démocratie en Algérie. Il faisait partie de ces 0,5% de gens qui sont pour la démocratie dans ce pays-là. Et il a été d'ailleurs à un moment, il est parti parce que comme il avait fait des films critiques, dont ce film dont je vous parle sur l'Algérie, il a été menacé par les islamistes qui commençaient à relever la tête et qui tuaient n'importe qui. Et il était protégé par la police algérienne en tant qu'artiste, mais il a dû partir parce que sa vie était en danger. Plusieurs de ses amis sont morts, etc., ont été tués. Et il s'est retrouvé en France. Alors juste pour finir, parce que ça vaut, lui, il racontera son histoire s'il vient ici, mais ça vaut la peine. Il s'est retrouvé en France en 92, en fait, juste avant, et en 93, il y a les accords d'Oslo. Et en fait, comme tous les exilés qui sont dans une ville, que ce soit les Russes en leur temps, les Polonais, tout ça, ils vivent entre eux. Lui, ses copains, c'était des Arabes exilés, des intellectuels, des artistes qui étaient réfugiés à Paris. D'ailleurs, quand il raconte ça, il dit « j'étais en exil, j'étais un réfugié algérien à Paris ». Et puis, il communique avec eux en arabe, etc., en français, peu importe. Et puis, le jour en l'an 2000, donc quelques années après, 7 ans après, il y a l'intifada El-Aqsa, Arafat qui lance les kamikazes et qui tue, il a cru à Arafat qu'en faisant 100 jours sans attentat, il allait démoraliser la population israélienne et que les Israéliens sortiraient de Yehuda et Shomron et de Gaza comme Barak avait fait sortir Tsahal du Liban en l'an 2000. Barak, pas Barack Obama, mais son confrère, le Ehud Barak. Et qu'est-ce qui se passe, Liedo? Tout d'un coup, il y a donc le soulèvement palestinien et des morts partout, etc. Et il voit tous ses copains se lever comme un seul homme pour soutenir le Hamas et l'OLP. Et lui, naïf, il dit, mais enfin, ces gens, le Hamas et l'OLP, c'est les mêmes que ceux qui en Algérie vous ont fait fuir et vous ont fait des attentats et vous les soutenez. Alors tout d'un coup, il y a une disquette qui s'est déclenchée dans sa tête. Heureusement que chez moi, c'était un peu plus tôt. Mais enfin, chacun à son époque. Il a réalisé que le nom d'Israël, dès qu'il était question d'Israël, était imprononçable dans les pays arabes, et surtout en Algérie, et que dès qu'on prononçait le mot d'Israël, il n'y avait plus de logique, c'était l'irrationnel, l'antisionisme, l'antisémitisme, tout ce que vous voulez. Et donc, ça lui a fait faire une prise de conscience terrible. Il est venu en Israël, il a commencé une psychanalyse ici, et puis ça l'a mené à quoi? Divorcer avec son algérienne de femme. Le fils est parti avec la mère et retourné en Algérie, et lui, il est venu s'établir en Israël. Il a fait son alia et il a épousé une Israélienne, Sabra, et il vit à Yafo aujourd'hui et il a fait des films extraordinaires sur Israël. Bref, un itinéraire un petit peu décalé par rapport au mien, mais qui, quelque part, a trait à l'Algérie. Alors, en ce qui me concerne, si vous voulez, je vais être assez rapide parce qu'on est obligé d'aller vite, et je raconte ça dans le livre, donc si vous voulez les détails, il faut vous le procurer. Si vous voulez, il y a eu deux temps d'éveil pour moi plus tôt. Nous sommes rentrés en 57 d'Algérie, mais je suis retourné 2 étés. Donc la dernière fois que j'ai vu l'Algérie, en 59, j'avais 8 ans. Donc j'ai des souvenirs très précis. Et de 59 à, on peut dire, pendant les 10 années qui suivent, ou plutôt les 8 années qui suivent jusqu'à la guerre de mai-juin 67, c'est la plongée dans l'inconnu. C'est-à-dire, comme je l'ai écrit dans d'autres bouquins, on n'était en fait ni pied noir, puisque le pied noir il se définissait par la terre d'Algérie. On était, les parents et tout ça étaient attachés depuis pour certains d'entre nous, c'était des centaines d'années avant l'arrivée des Turcs et avant l'arrivée même des musulmans en Algérie. L'Algérie, c'était le référent géographique. Donc on n'était plus pied noir quand on est arrivé en France en 57-58. On n'était plus français d'Algérie, alors c'est vrai, mais on n'était pas français non plus. On était français de passeport et de langue et de culture avec la langue française et Jules Ferry, mais on n'était pas des Français. Tout le paysage humain français, c'était une étrangeté pour nous. C'était pas seulement le froid, l'hiver, en février 57, quand on a débarqué au Bourget, la Marne et la Seine avaient gelé. Donc évidemment, c'était un peu différent d'Algérie, mais pas à cause de ça seulement. Le paysage humain, c'était un paysage d'hiver et qui nous était pas familier. Et on n'était donc ni
pied noir, ni plus pied noir, ni vraiment français, malgré l'atout de la langue. Et on était, en ce qui me concerne, pour ma famille, qui était très assimilée et qui n'était absolument pas liée à des communautés, et même une tradition de fête ou de cacheroute ou de Shabbat, on était des juifs très lointains. Donc on n'était ni pied noir, ni français. J'ose pas dire ni vraiment juif, parce qu'on reste toujours juif. Et la preuve. Mais on était dans une étrangeté totale. Et on a traversé les 10 ans, c'est ce que je raconte, c'est la chronique de la France gaulliste, puisque De Gaulle prend le pouvoir entre 58 et 59. Et tout d'un coup, on est dans la France gaulliste, la France mise au pas par le général de Gaulle, qui avait largué l'Algérie. Et c'est une France très austère, très renfermée sur elle-même, très très dure. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Premier réveil, c'est mai-juin 67, la guerre des 6 jours. Et je voudrais juste vous raconter une anecdote, parce que le reste, c'est dans le livre. Pour moi, ça a été un flash qui a compté, qui a mis des jalons, mais qui n'a pas vraiment été mon entrée dans la société française. Mais c'est seulement un an après, en mai 68, où j'étais en première, dans un lycée un lycée non juif d'ailleurs, évidemment, de banlieue, où là, oui, avec les manifestations, avec la grande fête qui s'est organisée spontanément dans les lycées, la grève générale, oui, là j'ai eu l'impression de rentrer dans la société française. Tout d'un coup, on sortait du lycée, faisait grève, on était tout d'un coup la main dans la main avec tout le lycée dans la rue, etc. Ça a été une fraternité, je reviendrai tout à l'heure, une apparence de fraternité. Mais en mai 67, pendant la guerre de 67, je me souviens, j'étais très sportif, j'aimais beaucoup le plein air, et j'avais un copain juif un peu plus empâté, comme ça, qui n'aimait pas le sport, mais qui s'appelait Hamon, j'ai oublié son prénom. Et lui, il écoutait les événements, il était beaucoup plus concerné que moi, et tout d'un coup, alors que j'étais en train de faire des tours de stade, il vient me voir et il me dit « Richard, il y a la guerre qui a éclaté en Israël, c'est la guerre dans tout le Moyen-Orient, etc. » Bon, ça m'a évidemment concerné, mais je n'ai pas très bien compris quoi. Et pour vous dire que les choses sont des choses de l'ordre de la Neshama et pas du tout de la politique, je me retrouve le lendemain tout seul à la maison, mes parents travaillaient, et moi donc en juin 67, j'avais 16 ans. J'avais fait une bar mitzvah, 3 ans avant, en apprenant tout mon phonétique, en connaissant rien du tout de ce que c'était. Bon, c'était vraiment juif, presque, non pas libéraux du tout, mais j'avais fait ça dans une synagogue bien cachée, la rue Saint-Lazare, mais parce que mon grand-père connaissait le rabbin Fima, qui est le grand acteur du film de Yom Kippour, là, avec Roger Hanin. Et donc j'avais pu faire cette bar mitzvah, mais ça m'avait rien fait, si ce n'est quand même, maintenant à analyser les choses de loin, c'était la mode à l'époque pour les bar mitzvah, on leur faisait cadeau des réveils. Et ben moi, le soir de la bar mitzvah, j'ai ouvert les cadeaux, j'avais à peu près sur une quarantaine de cadeaux, j'avais 20 ou 22 montres. Et j'ai pas compris le message qu'il fallait que je me réveille. Et alors je me suis réveillé qu'après. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a réveillé, oui, en 67. Je vais vous dire quoi, et ça c'est de l'ordre de la Neshama, c'est une chose que je raconte dans le livre. C'est que je me retrouve le lendemain tout seul à la maison, et puis j'écoute la radio comme mon copain, parce que là, ça devenait sérieux la guerre en Israël. Et j'entends à 11h ou midi, parce qu'il n'y avait pas la CNN, il n'y avait pas la télé en direct, c'était que des enregistrements différés, j'entends le reportage fameux passé dans l'histoire de Julien Besançon, d'Europe numéro 1, qui a enregistré 2 heures avant l'arrivée des parachutistes au Kotel, avec le Rav Goren, et le son du chauffard devant le Kotel libéré. Eh bien, figurez-vous, et ça je tiens à le raconter, je raconte au maximum, c'est que moi, premièrement, on n'allait jamais à la synagogue, même à Kippour, pour vous dire dans quel degré d'éloignement on était. Et je n'avais jamais entendu un chauffard, puisque si j'allais pas à Kippour, j'allais pas à Rosh Hashanah, donc je savais pas ce que c'était le chauffard. Et j'entends ce son, et j'entends Julien Besançon qui dit oui, ce sont les trompettes de guerre de Tzahal. Je me souviens, c'était il savait pas trop comment, lui aussi il était très assimilé, bon c'est un juif, Julien Besançon. Et bien il disait les trompettes de guerre de Tzahal. Et j'entends les 20 secondes des tkiyot du Rav Goren, et je suis pris d'une émotion qui me traverse encore maintenant. Une émotion de la Neshama, parce que je savais pas ce que c'était à l'époque, mais je me mets à pleurer à chaudes larmes, mais sans avoir écouté un seul chauffard, jamais auparavant dans ma vie, sans jamais savoir ce que c'est. Il a dit que c'est une corde de bélier, je ne comprenais pas ce que c'est. Et le son, c'était un phénomène que j'ai compris des années après, en étudiant évidemment ce qu'est le chauffard, et comment
maîtres d'Israël expliquent que ce son, il rentre au plus profond du cœur de chaque juif pour le réveiller. Et j'ai senti que c'était un moment historique, inouï, et j'étais dépassé par cette émotion. Je connaissais ni le Kotel, j'avais jamais été en Israël, j'avais jamais écouté un chauffard, mais ce moment-là, c'était le moment du réveil de la Neshama, on peut dire. Et au-delà de toute rationalité, de toute connaissance. Et ça m'a d'ailleurs accompagné un temps. J'étais à la synagogue avec des copains plus engagés que moi. On a fait signer des pétitions pour le soutien d'Israël. On parcourait la Saint-Maur-des-Fossés, la Varenne en vélo. Et il y avait d'ailleurs un fort soutien des commerçants pour Israël et du peuple français pour Israël à l'époque. Mais c'était un feu de paille. Je suis resté quelques semaines à fréquenter quelques jeunes à la synagogue. Et puis bon, je m'en suis rééloigné. Par contre, un an après mai 68, parce que c'était un phénomène beaucoup plus massif qui n'était pas seulement, a priori, j'avais l'impression que c'était plus universel. Ça, je vais y revenir. Comme s'il y avait une spécificité en 67, mais j'avais encore rien compris, je ne savais rien. Mais en tout cas, là, mon âme s'était réveillée, mais que faire avec ça? Et donc en 68, par contre, oui, ça, je me suis mis à faire. Et il s'en est suivi. En 69, je passe le bac, je rentre en faculté de droit, j'avais réussi le concours de Sciences Po, j'aurais pu aller à Paris, mais j'étais tellement sédentaire moi aussi que je suis resté dans ma banlieue, je suis rentré à Paris 12 ans droit, et puis tout d'un coup j'ai rencontré des figures venues d'un autre temps et qui m'ont poussé à un engagement politique dans l'extrême gauche. Il y avait des représentants de fascistes dans la faculté, du GUD et de ce qu'on appelait à l'époque Ordre Nouveau, qui haranguait les étudiants en disant que toute la chienlit de mai 68, puisqu'on était en 69, la rentrée 69, c'est encore chaud, hein, les événements c'est 1 an et demi avant, même pas 1 an et quelques mois, et c'était très très en ébullition, et voilà que je vois deux types habillés avec des bottes, avec des tenues fascistes, dire que tout ce qui se passe en France, tout ce qui va pas, c'est à cause de la juiverie internationale apatride. Mon sang n'a fait qu'un tour, et pour vous raconter ça dans les détails, je me suis engagé avec d'autres gens de mon âge pour combattre ces fachos, parce que tout d'un coup, je voyais le spectre de la Seconde Guerre mondiale réapparaître en France. Et puis donc ça m'a réveillé aussi. Et je me suis engagé dans l'extrême gauche et aussi dans ce qu'on appelait à l'époque la Ligue communiste et la bande Akrivine. C'était un des groupes les plus virulents antifascistes. Et si vous voulez, ça a été une manière que j'ai cru être celle d'un engagement sérieux et politique. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi ça joue quand même. J'ai oublié de vous lire, là j'avais amené un petit extrait d'un livre que je viens juste de me procurer. Vous savez, à Calita, au studio Calita, là-bas, il y a une librairie de livres usités qui nous permet à des prix vraiment 5e ou 20% même moins, de se procurer des livres assez, pas seulement des vieux livres. Et là, j'ai sous les yeux un livre paru en 2008 qui s'appelle Les Bienveillantes, qui est écrit par Yonatan Litel, un Ukrainien ancien SS, qui a servi dans les commandos de la Shoah par balle. C'est un livre très dur. Je l'ai commencé il y a 1 mois et demi et j'ai lu 100 pages Békochi. Mais il dit ceci à propos de la guerre. Et ça vaut aussi bien pour la guerre en Ukraine. En plus, paradoxalement, ce livre, il se passe à Kiev et en Ukraine. À l'époque des commandos allemands qui fusillaient des milliers de juifs, et des centaines de milliers de juifs, vous connaissez l'histoire, la Shoah par balle. Et il raconte dans son introduction, il a 20 lignes qui montrent, je fais un petit feedback en arrière par rapport à l'actualité de la guerre, mais qui vaut aussi pour ma révolte contre les fascistes que j'ai rencontrés devant moi. Il dit comme ça à propos de la guerre de 39-45. Et lui, il était au premier rang des horreurs. Il était, si vous voulez, un criminel de guerre. Oui. Bien sûr, la guerre est finie. Et puis, on a compris la leçon, ça n'arrivera plus. Êtes-vous même certain que la guerre soit finie ? D'une certaine manière, la guerre n'est jamais finie. Ou alors, elle ne sera finie que lorsque le dernier enfant né le dernier jour des combats sera enterré sain et sauf. Et même alors, elle continuera, dans ses enfants puis dans les leurs, jusqu'à ce qu'enfin l'héritage se dilue un peu, les souvenirs s'effilochent et la douleur s'atténue, même si à ce moment-là, tout le monde aura oublié depuis belle lurette, et tout cela sera depuis longtemps déjà renvoyé au conte des vieilles histoires, même pas bonnes à effrayer les enfants, et encore moins les enfants des morts et de ceux qui auraient souhaité l'être morts, je veux dire. Parce que lui, il a une position ambivalente de raconter l'horrible témoignage dont il est le porteur, et en même temps de regretter
mais sans avoir de rémission possible de ce qu'il a fait. Alors donc, dans mon livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Des scènes de profonde ambiguïté identitaire ». Et sans vous gargariser d'incitation à acheter mon livre, mais je raconte comment, par exemple, la violence de certaines manifestations à laquelle j'ai assisté en tant qu'acteur, parce que je faisais partie du service d'ordre de la Ligue communiste, et donc on était censé être aux premières lignes. Comment cette violence dans ces manifestations, dans différents moments, je vous raconte 3-4 cortèges spécialement difficiles, m'a renvoyé à la violence de la guerre d'Algérie et à l'impossibilité de surmonter certaines scènes. En guerre d'Algérie, moi je me souviens quand j'étais petit, la nuit il y avait des bombes qui explosaient dans la Casbah d'Alger, il y avait les you-you des femmes des Arabes de la Casbah. Alger c'est une ville en amphithéâtre devant la mer, donc c'est comme un sono, on entend tout ce qui se passe en écho, et donc on entendait les you-you de la Casbah d'Alger, et ça donnait des frayeurs. Je raconte toutes sortes d'autres événements terribles auxquels j'ai assisté de près ou de loin. Et donc, si vous voulez, j'avais ce traumatisme de la guerre d'Algérie, et quand je me suis retrouvé, par mon engagement politique, amené à devoir affronter soit des fascistes, soit même des CRS, puisqu'il y avait des fois des circonstances où il fallait être offensif, eh ben, il y a quelque chose en moi qui se refusait à cette violence. Pas seulement l'aspect immoral, parce que c'était pas à ce niveau-là, c'était comme le réveil de la Neshama en 67, c'est quelque chose de profondément ancré en moi, ça m'était difficile. Malgré toute la motivation, la formation que j'avais, entre guillemets, de casser du flic ou de faire des choses par idéologie. Et finalement, après 10 ans de militantisme, 10 ans d'exil, on peut dire, dans la recherche et l'approfondissement de ce qu'on appelait à l'époque le marxisme révolutionnaire, et comme par hasard, j'ai fait le choix d'un groupe qui était trotskiste, parce que Trotsky, dans la linguistique révolutionnaire, c'est celui qu'on appelle le prophète ignoré. Et c'est celui qui parle de la traversée du désert, toutes sortes d'allusions juives. D'ailleurs, Trotsky, dans son livre autobiographique qui s'appelle Ma vie, il raconte des choses, ça vaut la peine pour les gens qui s'intéressent à l'histoire de le lire, tellement c'est empreint d'une âme juive, alors qu'il l'a renié, son âme juive. Et alors après, je vous raconte juste une autre scène. Les scènes de profonde ambiguïté identitaire, c'est pas seulement les manifs, c'était aussi lorsque un jour d'octobre 73, je me retrouve sur le marché de Créteil, puisqu'on vendait notre journal sur les marchés. Le journal de la Ligue, il s'appelait Rouge, et pourquoi pas. Et je vendais le journal Rouge sur le marché de Créteil. Un jour d'octobre 67, c'était quelques jours après le début de la guerre de Kippour, en pleine guerre de Kippour. J'étais avec mes copains, dont certains étaient juifs d'ailleurs, et en face de nous, il y avait les gens du Bétar. Et là, j'ai commencé à me sentir pas très bien. C'était mes frères juifs du Bétar. Et moi, j'étais là avec les bolcheviks. Et vous savez qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le journal Rouge? Et d'ailleurs, il était rouge parce que c'était la couleur rouge, du drapeau rouge. Et puis, chaque semaine, il paraissait avec ce titre rouge, écrit en rouge, avec de l'encre rouge. Mais ça... La direction de la Ligue communiste, qui était d'ailleurs des Krivit, des Sirouniques, que des juifs, renégats, ont tellement pris les choses par le côté vicieux que pour saluer la soi-disant défaite d'Israël, ils ont imprimé la une du journal en vert, par hasard, parce que le vert, tout le monde sait que c'est la couleur du Hamas et de la couleur arabe, ouais. Et ils ont titré, le journal que je vendais, il y avait écrit dessus en grande lettre majuscule, la défaite sioniste. Et moi, j'étais là, bien que n'étant jamais allé en Israël, bien qu'ayant été réveillé par le chauffard, j'étais dans ce marché, je me sentais pas très très bien. Et si vous voulez, la confrontation, en plus, s'est amplifiée, puisque quelques années après, 2 ans après, j'ai fait un voyage politique au Moyen-Orient. C'est la première fois que j'allais dans cette région, mais je ne suis pas allé tout de suite en Israël. J'ai été faire un voyage de découverte politique au Moyen-Orient. C'était une officine qui s'appelait Loisirs et Vacances de la Jeunesse, qui était proche du Parti communiste. Et on a fait un voyage, il y avait un groupe archéologique et un groupe politique. Et moi, je faisais partie de 4-5 personnes qui voulaient découvrir la politique. Alors, on est arrivé à Damas, en Syrie. Et on voulait aller au Liban. Seulement, c'était en 75, c'était le début de la guerre du Liban. Et... en 76, pardon. Et donc, on n'est pas allé au Liban, on est resté en Syrie. Il y avait 2 filles avec nous qui étaient des communistes françaises. Elles ont eu des passe-droits. Et on est monté sur le Golan, 2 ans après la guerre de Kippour. On est monté sur le Golan, qui était un champ de bataille terrifiant, pour voir la ville de Quneitra, qui venait d'être évacuée par Israël, grâce aux accords Kissinger. Et on était en face de Keshet.
que j'ai découvert après du côté de Keshet israélien. Et je raconte, mais je vous laisse le découvrir, je raconte alors là une scène qui est en tout point délirante. Parce qu'on avait un guide syrien qui sans doute faisait partie des renseignements généraux. Moi j'étais un peu naïf à l'époque. Ils nous ont emmenés là-bas, mais c'était un truc de propagande de leur pour des Français. Ils nous ont fait visiter l'église qui avait été bombardée par les sionistes, le théâtre, tous les symboles de la civilisation occidentale qu'ils ne respectent jamais, eux, les musulmans. On voit ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. Mais ils ont fait visiter ça pour montrer, regardez les sionistes qu'ils ont fait, ils cassent tout, etc. Et puis à un moment, on est monté sur une butte et ils nous ont dit, voilà, Israël est là. Et moi, je découvre Israël du côté syrien, un peu comme Giscard avec ses jumelles. Le gars avait une paire de jumelles, il me passe les jumelles et je mets les jumelles sur le poste de garde israélien où je vois un soldat du Gingandais avec un bob, là, Tambelé, un chapeau Tambelé. Je dis, mais... Et puis je vois plein de champs ouverts, etc. Et voilà que le type, le Syrien, qui était un propagandiste, il avait dû faire son coup à nombreuses fois avant, il dit, vous voyez les sionistes, ils font semblant, ils font pousser des champs, c'est pas pour prendre les maïs ou le blé, ils font exprès pour nous narguer, pour montrer qu'eux, ils peuvent faire pousser sur la terre aride. Alors bon, moi j'ai vu que c'était un peu alambiqué ce raisonnement, j'ai pas trop... Et puis là j'ai commencé, alors là, avec mon passeport français né en Algérie, j'étais français, j'étais protégé par ce passeport, mais au niveau identitaire, j'étais pas du tout protégé. Et alors dans cet endroit en Syrie, tout d'un coup, sur cette ligne de guerre, ce front de guerre, là j'ai vécu une scène d'ambiguïté identitaire dont j'ai eu du mal à me remettre, mais est venue ensuite l'ère des ruptures. Alors l'ère des ruptures, c'est le titre d'un livre de Jean Daniel. D'ailleurs, Jean Daniel, un journaliste né Ben Saïd, qui a changé son nom et qui est devenu rédacteur en chef du Nouvel Observateur, comme vous savez, et qui a d'ailleurs véhiculé l'idéologie insupportable que Israël inflige des défaites aux Arabes. C'est le même pendant que l'explication du guide. Et Israël humilie les Arabes à chaque fois qu'ils remportent une guerre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce que Golda Meir a expliqué, que nous, on ne peut pas se permettre de perdre une seule guerre, parce que perdre une guerre, ça signifie la fin d'Israël. Et donc, toute cette histoire sur l'humiliation, etc. Bref, moi, j'ai eu mon ère des ruptures, pas exactement comme ce qu'il signale dans son livre, mais j'ai eu une ère des ruptures assez laborieuse. D'abord, j'ai eu une ère des ruptures avec l'idéologie marxiste, et grâce, entre autres, je peux citer 4-5 auteurs, mais je ne vais pas citer leurs pensées, mais j'ai lu le livre d'Emmanuel Levinas, ça a été première arrivée dans une pensée juive extrêmement profonde, où je me suis aperçu que le judaïsme, c'était pas seulement une religion, parce que quand on est marxiste, la religion, c'est la vallée des larmes, c'est l'opium du peuple. Et donc, comment dire, je ne pouvais pas arriver par le côté religieux. Mais j'ai lu Levinas et ça m'a vraiment intéressé. Et après, j'ai assisté au colloque des intellectuels juifs de langue française avec Manitou. Et là, j'ai entendu une phrase qui a fait tilt, un peu comme le chauffard de 67. J'ai entendu Manitou dire... le judaïsme n'est pas une religion, c'est une certaine manière d'être homme et un projet de civilisation. Et ça tout d'un coup, ça m'a fait tilt parce que moi, j'étais en rupture avec toute une logique qui disait que pour changer l'homme, il fallait changer la société. C'est-à-dire en faisant des révolutions, en changeant les structures de la société par la force qu'on pourra changer l'homme. Or, je me suis aperçu en lisant Lévinas, d'abord Camus, qui a écrit L'homme révolté, et Lévinas, et ensuite le professeur André Neher aussi, et en écoutant Manitou, que c'était exactement l'inverse. Pour changer la société, et pour que le changement ne soit pas une révolution trahie, il faut que les hommes qui soient les élites, entre guillemets, politiques, ou les leaders révolutionnaires qui sont à la tête des soulèvements, soient des hommes qui aient travaillé leur midote, qui aient travaillé leur caractère, qui soient des hommes, non pas parfaits, il n'y en a pas, mais des hommes qui se connaissent, qui ont appris à surmonter, si vous voulez, leurs faiblesses, et qui, ce que dit le Ramchal, qui ont travaillé leur midote, qui ont travaillé leur caractère, qui ne sont pas emportés par n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et donc, grâce à Lévinas, surtout le livre Déficit de liberté, Manitou, qui à l'époque n'écrivait pas de livre et qu'on entendait, que j'ai pour la première fois entendu citer le Rav Kook, mais André Neher, qui avait à l'époque, on était dans les années, fin des années 70, il y avait déjà la grande propagande soviétique qui avait soutenu les hordes palestiniennes et qui avait
fait croire que les Israéliens étaient des impérialistes, et d'ailleurs ils jouaient sur les mots, ils avaient fait une campagne expansionniste. Le sionisme, un expansionniste. Et Neher avait répliqué dans de ses livres et dans différentes interventions, oui j'ai compris, que en fait non, à l'encontre du christianisme, du monothéisme chrétien et du monothéisme qui suivra islamique, le monothéisme abrahamique est le seul qui est animé par une force, si vous voulez, centripète, c'est-à-dire que chassé de son centre, chassé de Jérusalem par la galoute, toute l'histoire juive, c'est de revenir en son centre, alors que le christianisme, parti de Constantinople ou de Rome, ou l'islam, parti de la Mecque ou de Médine, ont une vocation territoriale, à la fois d'apporter la bonne parole et de conquérir l'espace et de convertir et d'être prosélyte. Et Neher avait dit c'est exactement l'inverse. L'histoire juive, c'est l'inverse d'un impérialisme. Et si vous voulez, pour finir, la chose qui m'a fait prendre conscience et qui m'a fait rentrer, si vous voulez, dans une recherche plus sérieuse au niveau donc de l'étude, c'est que, c'est grâce à Lévinas d'une part, Manitou aussi, qui est revenu souvent dans ses écrits sur cet aspect-là, c'est que en rentrant dans l'étude juive et en rentrant dans une recherche juive authentique, ce n'est pas, contrairement à tout le folklore qui à l'époque animait la France, il y avait les Bretons, retour à la Britannité, les Provençaux, les Corses, etc. Ce n'est pas un retour à un particularisme. Là où j'ai compris, si vous voulez, le switch, c'est que le retour à la judéité, c'est le retour à une singularité, c'est-à-dire à quelque chose qui a à voir de l'universel. En redevenant juif, on peut parler au monde par la singularité juive. On ne s'enferme pas dans une petite religion avec gourou et pratique uniquement. L'enjeu du retour à la judéité, c'est, si vous voulez, le réveil abrahamique. Et il y a enfin une lecture que j'ai faite, après avoir rencontré mon épouse, on est parti à Aix-en-Provence. Moi, à l'époque, j'avais travaillé au journal Libération, j'étais encore professionnellement, en tant que journaliste, lié à l'extrême gauche, on peut se dire, bien que j'en avais marre, mais bref, on est parti vivre à Aix-en-Provence, avec ma jeune épouse, et là, j'ai passé 3 ans à Aix-en-Provence, qui ont été vraiment le tremplin pour la sortie d'exil. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai approfondi des directions d'études, etc. Et surtout, j'ai lu un livre qui a été une bombe atomique, 2 livres qui ont été extraordinaires. Un livre écrit par Shmuel Trigano, que vous connaissez tous, qui a écrit 32 livres en 30 ans. Bon, c'est lui un prodige de philosophes juifs et qui connaissent aussi ces sujets. Eh bien, Shmuel Trigano a écrit un livre qui s'appelle Le récit de la disparue. Et c'est quoi la disparue? C'est l'identité juive. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? C'est tout le réveil abrahamique, toute l'identité abrahamique. C'est-à-dire comment on peut entendre le Lech Lecha qu'Abraham, l'injonction divine qu'Abraham a entendue et qu'il a fait sortir de la Mésopotamie, de la civilisation dominante dans laquelle il était. D'ailleurs, il n'est pas allé directement en Eretz Canaan, Eretz Israël. Donc ça s'appelait d'ailleurs entre nous Eretz Canaan. Rachid dit très bien pourquoi. C'est pas Eretz Israël. C'est pas parce que Dieu ne voulait pas lui parler d'Israël. C'est parce qu'à l'époque, Eretz Israël était occupé par les Cananéens. Et ils avaient conquis, c'est pour ça que ça s'appelait Eretz Canaan. Et en fait, Abraham est sorti de Ur-Kasdim, la capitale, c'est Babylone. Il est allé à Haran. Haran, c'est justement en Syrie. Moi aussi, j'étais passé par la Syrie. Et là, c'était pas la Syrie, c'était Aix-en-Provence. 3 ans d'Aix-en-Provence. Une ville formidable, très jolie, avec ses fontaines, avec sa petite Keïla, avec la montagne, la mer. L'endroit idéal pour y rester 3 générations. Et ben moi, ça n'a pas collé. Parce que j'avais le compte à rebours de mon réveil était déjà parti, et j'étais en train de lire le livre de Shmuel Trigano, qui est vraiment un livre extraordinaire, je vous recommande. Je cite d'ailleurs, à la fin du livre, je parle des pièges de la Dolce Vita d'Aix-en-Provence, et parce que tout est doux là-bas, tout est sympathique, enfin apparemment, et je raconte que, et je fais en fait, je prends des extraits du livre, des extraits qui ont compté pour moi, et je dialogue avec Trigano en expliquant au lecteur qu'est-ce que ça a suscité, quel réveil ça a suscité pour moi, et donc si vous voulez, ça a motivé notre retour en Israël. Le second livre que j'ai lu qui a été déterminant, c'est déjà un moment où grâce à, elle n'est pas là, elle habite tout à côté, tout le monde la connaît, à Yonit Pariente Samag, qui était déjà au MAF, on était en contact
avec d'autres jeunes couples pour partir en Israël. Et j'ai lu un autre livre qui m'a été recommandé, qui est le livre qui a été réédité il y a quelque temps, de Abraham Livni, qui s'appelle Le Retour d'Israël, qui est un livre phénoménal aussi. Et ça a parachevé, si vous voulez, notre parcours. Alors, il me reste très peu de temps. Je voudrais juste... bon, je n'ai pas parlé de judaïsme et révolution, mais si vous voulez, ce sera un autre sujet, parce que c'est en soi tellement... mais peut-être que je vais quand même vous lire... je vais vous lire un petit passage du texte de Manitou qui conclura, si vous voulez, et vous comprendrez pourquoi j'ai été... il a été difficile pour moi, et ça a été assez long pour moi, de sortir de cette identité révolutionnaire, mais en même temps, elle avait en soi quelque chose de très juif. Alors voilà ce que dit Manitou, je vous lis 3 passages. Oui, j'ai bien compris. Il dit comme ça: l'émergence de l'identité d'Israël dans l'histoire est un phénomène révolutionnaire. L'identité d'Israël naît dans une humanité en révolte. Et il oppose Abraham à Nimrod, qui est le révolté. Alors il dit comme ça: Israël qui va entrer en rébellion contre une rébellion préalable de l'humanité, contre son propre destin, sa condition contre, en fin de compte, et en langage religieux, Israël va, si vous voulez, porter en fait avec Abraham puis Moïse dans une humanité qui est dans une certaine révolte. Et il dit ceci, c'est intéressant d'ailleurs, lorsque le juste se révolte, c'est contre le mal, et c'est aussi contre Dieu qui a créé un monde où le mal est possible. Lorsqu'il s'agit simplement de la rébellion d'un homme qui n'est pas satisfait des jouissances que lui offre le monde où il vit et qui, de bonne ou mauvaise foi, réclame au nom des principes moraux une jouissance plus grande des droits qui sont de l'ordre de l'intérêt, ah bien, cette révolte, c'est contre le mal, là encore, qu'il se révolte. Mais en fin de compte, il se révolte aussi contre les desseins du Créateur. Il explique que le prototype de cette révolte, c'est Nimrod. Et pour finir, il dit ceci: au fond, il y a 2 tentatives de construire l'universalisme. C'est ce que je citais tout à l'heure, celle qui commence avec Nimrod et celle qui va commencer avec Abraham. Les 2 sont en révolte, mais les 2 sont en rivalité. Abraham, comme Nimrod, invite à une rébellion contre l'ordre des choses pour installer un ordre des valeurs, mais l'intention de la révolte est très différente. Et il dit comme ça: la vocation d'Israël est d'être en perpétuel état de révolte jusqu'à ce que l'ère messianique soit instaurée. Mais dans le même temps, le phénomène révolutionnaire apparaît en dehors d'Israël, dans l'humanité en général, etc., etc. À propos de judaïsme et révolution, j'ai assisté une fois à une conférence d'un spécialiste de Benny Lévy. Benny Lévy a dirigé un groupe qui s'appelait la gauche prolétarienne, c'est ça? Oui. Et alors il expliquait que le fait que ce soit un juif qui dirige ce groupe, il y avait des juifs, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas commis d'atrocités, Oui, comme ça a été en terrorisme. Allemagne et en Italie, Brigade Rouge, Banda Bader, etc. Absolument. Merci de...